Un assassinat politique secoue l'Amérique, tandis qu'en Afrique, un dialogue inédit s'ouvre. Et si, à cet instant précis, le destin de la paix mondiale se jouait? Le 15 septembre 2025, la planète entière est bouleversée. Dans le tumulte d'une actualité souvent bruyante, deux événements d'une ampleur historique éclatent presque simultanément sur deux continents. D'un côté, aux États-Unis, Charlie Kirk, figure emblématique du conservatisme américain, tombe sous les balles d'un extrémiste de gauche alors qu'il prononçait un discours sur la liberté d'expression. L'annonce de son décès fait l'effet d'une onde de choc. La nouvelle se répand à la vitesse de l'éclair, attisant la colère, l'effroi et la défiance. Très vite, les rues se remplissent de manifestants, les réseaux sociaux s'enflamment, et la tension monte d'heure en heure. Ce n'est pas un acte isolé. Ce meurtre s'inscrit dans une série de tensions et de menaces qui couvaient depuis des mois. La démocratie américaine, déjà fragilisée par des années de polarisation, semble sur le point de rompre. Les affrontements se multiplient dans de nombreuses villes. À New York, à Chicago, à Portland, des heurts éclatent entre groupes rivaux. Les forces de l'ordre, dépassées, peinent à maintenir la paix civile. À plusieurs milliers de kilomètres de là, un autre scénario se dessine. En Afrique australe, à Johannesburg, Thabo Mbeki, ancien président de l'Afrique du Sud, parvient à réunir autour d'une même table plus de 175 figures majeures de la République démocratique du Congo. Chefs rebelles, opposants historiques, membres de la société civile, religieux, entrepreneurs et même d'anciens chefs d'État. Ensemble, ils s'engagent dans un dialogue inédit, porteur d'un immense espoir pour la paix dans la région des Grands Lacs. Le contraste entre ces deux réalités est saisissant. D'un côté, l'Occident, jadis modèle de stabilité démocratique, vacille au bord du chaos, emporté par la spirale de la violence. De l'autre, l'Afrique, longtemps perçue comme un continent de crise, ose la voie du dialogue et du compromis. Cela rappelle, par exemple, la conférence de la Table ronde au Congo en 1960, où le dialogue avait permis une transition vers l'indépendance, ou encore la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud après l'apartheid, qui avait misé sur la parole plutôt que sur la vengeance. Deux visions du monde semblent s'affronter, deux philosophies du pouvoir. Si la haine, la radicalité et la peur prennent le dessus, c'est la stabilité de toutes nos sociétés qui vacille. Mais si la négociation, l'écoute et l'inclusivité l'emportent, un avenir de paix et de progrès reste possible. Pour comprendre comment ces chemins se sont dessinés, revenons ensemble sur les événements de ce jour décisif. Que s'est-il réellement passé ce 15 septembre 2025? Plongeons au cœur de cette journée qui a tout changé. Deux continents, deux visions du pouvoir. Une seule journée charnière pour l'équilibre mondial. Aux États-Unis, le choc est total. Charlie Kirk, symbole du conservatisme, est abattu en plein discours. L'auteur, Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans, s'autodéclare militant antifasciste et revendique son geste comme un acte politique, un cri de guerre contre l'ordre établi. La scène, filmée en direct, est d'une violence inouïe. À 12h26, dans un amphithéâtre bondé de l'université Utah Valley, les premiers coups de feu retentissent. Charlie Kirk, en pleine intervention sur la question des fusillades de masse, s'effondre sous les yeux d'étudiants terrifiés. Tyler Robinson, positionné sur un toit à plus de 140 mètres de la scène, a soigneusement préparé son acte, allant jusqu'à graver sur ses balles des slogans antifascistes comme « Hey, fasciste attrape » ou des mèmes issus des réseaux sociaux radicaux. La nouvelle du décès de Kirk, annoncée à 14h40 par le président Trump sur Truth Social, plonge le pays dans la stupeur. Différentes factions politiques s'accusent mutuellement. Les républicains dénoncent la rhétorique haineuse de la gauche, tandis que les démocrates appellent au calme, mais peinent à masquer leur malaise. Sur les forums et les réseaux sociaux, la radicalisation s'accélère. Ce drame n'est hélas que le point culminant d'une série d'événements inquiétants. Les semaines précédentes, des tentatives d'assassinat avaient visé Donald Trump, alors candidat à sa réélection, et des menaces de mort avaient ciblé quotidiennement des élus de tous bords. L'Amérique semblait déjà glisser vers un climat de guerre civile larvé, à l'image de la période des années 70,
où les assassinats politiques de figures comme Robert Kennedy ou Martin Luther King avaient semé la peur et la défiance. Aujourd'hui, la peur s'installe dans chaque foyer. À Washington, les forces de l'ordre déploient des mesures de sécurité exceptionnelles autour du Capitole. Les écoles ferment temporairement dans certains États. Dans les capitales européennes, les chancelleries s'inquiètent de la contagion possible de la violence politique. Pendant ce temps, à Johannesburg, un autre avenir s'esquisse. Thabo Mbeki, fort de son expérience de négociateur durant la fin de l'apartheid, met au point un dispositif inédit pour la paix en République démocratique du Congo. Il invite à la table des négociations non seulement les représentants du mouvement rebelle M23, mais aussi l'ancien président Joseph Kabila, des figures de l'opposition, des responsables religieux, des chefs coutumiers, des représentants des femmes et des jeunes, soit plus de 175 personnalités. Il faut rappeler que la République démocratique du Congo est, depuis plus de 2 décennies, le théâtre de l'un des conflits les plus meurtriers de l'époque contemporaine. Rien qu'entre 1998 et 2003, la guerre du Congo a fait plus de 5 millions de morts et des millions de déplacés. Les causes sont multiples: rivalités ethniques, convoitise des ressources minières, coltan, or, cuivre, interventions étrangères, absence d'État central fort et reproduction des cycles de vengeance. L'initiative de Thabo Mbeki s'inscrit dans une tradition africaine du dialogue, inspirée des palabres villageoises où chaque voix est entendue et où le consensus, même imparfait, prime sur la victoire d'un camp. Cette démarche rappelle la sagesse de Nelson Mandela, qui, lors de la transition sud-africaine, avait préféré la réconciliation à la revanche. Cependant, le gouvernement congolais, par peur de voir ses adversaires renforcés, décide de boycotter les discussions. Cette absence pèse lourd, car elle menace de fragiliser la légitimité du processus. Mais même sans l'État central, le dialogue est lancé, et les participants s'engagent à poursuivre les discussions, convaincus que la paix ne peut se construire sans la voix de tous. Ce contraste est frappant. Tandis que les États-Unis, malgré leur histoire de démocratie, semblent céder à l'appel de la violence, l'Afrique, trop souvent caricaturée comme terre de conflit, ose parier sur la parole et l'inclusion. Si la polarisation américaine s'aggrave, l'ordre mondial basé sur la démocratie risque de s'effondrer. Déjà, des régimes autoritaires comme la Russie ou la Chine s'empressent de pointer du doigt l'échec occidental. Lors d'un discours télévisé, le dirigeant chinois déclare « Regardez ce que produit la démocratie, chaos et division ». Des médias d'État russes diffusent en boucle les images des émeutes américaines, renforçant l'idée que l'Occident n'a plus de leçons à donner. À l'inverse, le modèle africain de dialogue inclusif attire l'attention. Des institutions comme la Fondation Mbeki, l'Union africaine et même l'ONU saluent cette tentative de résolution endogène des crises. Les jeunes du continent partagent massivement les images des pourparlers sur les réseaux sociaux, revendiquant la fierté de voir l'Afrique capable de gérer elle-même ses conflits. Pour donner de la chair à ce contraste, prenons un exemple concret. En 2019, au Soudan, un mouvement citoyen a permis la chute d'un dictateur en privilégiant les sit-ins pacifiques et les négociations, malgré les provocations armées. À l'inverse, le printemps arabe en Syrie, faute de compromis, a dégénéré en guerre civile totale. L'enjeu congolais est immense. Si la démarche de Johannesburg aboutit à une feuille de route commune, la région des Grands Lacs pourrait enfin sortir d'un cycle de violence qui dure depuis plus d'un quart de siècle. Cela ouvrirait la voie à une exploitation plus équitable des ressources, à la reconstruction des infrastructures et à la réintégration des déplacés. Ces choix ne sont pas abstraits. Ils se traduisent chaque jour dans la vie des populations. À Goma, chef-lieu du Nord Kivu, des milliers de familles vivent dans des camps de fortune, dans l'attente d'un retour à la paix. À Kinshasa, la capitale, des jeunes diplômés se mobilisent pour animer des ateliers de dialogue communautaire, convaincus que la parole peut prévenir la haine. Mais comment, concrètement, une société peut-elle choisir le dialogue plutôt que la violence ? Regardons de près l'expérience de la médiation communautaire au Rwanda après le génocide de 1994. Grâce aux tribunaux traditionnels Gacaca, des milliers de citoyens se sont retrouvés face à face, parfois bourreaux et victimes,
pour dire la vérité et demander pardon. Ce processus, imparfait mais courageux, a permis de refermer, peu à peu, les plaies d'un peuple. En République démocratique du Congo, des ateliers de formation à la résolution non violente des conflits sont mis en place dans les écoles. Les enseignants y apprennent à gérer les tensions entre élèves de différentes ethnies, à favoriser l'écoute active, à organiser des débats contradictoires sans invective. Ces initiatives, portées par des ONG locales, démontrent que la paix se construit d'abord à l'échelle du quartier, de la famille, de la classe. Du côté américain, certains tentent aussi de résister à la spirale de la violence. À Baltimore, à Los Angeles, des collectifs créent des cercles de parole, où républicains et démocrates échangent leurs points de vue sans s'insulter. Dans l'Utah, là même où Charlie Kirk a trouvé la mort, des étudiants organisent des veillées de prière et des forums sur la tolérance. Mais ces efforts peinent à compenser l'effet d'entraînement des discours extrêmes. La montée de la violence politique n'est pas l'apanage des États-Unis. Même en Europe, on observe une hausse des agressions contre les élus. En Allemagne, la députée Walter Lübcke a été assassinée en 2019 par un extrémiste de droite. En France, des maires sont régulièrement menacés ou agressés. Face à cette crise globale de la démocratie, l'Afrique propose une alternative précieuse. En misant sur l'inclusivité, sur la valorisation de la parole et sur la médiation, elle montre qu'un autre chemin est possible. Comment, alors, chaque citoyen peut-il s'approprier ces leçons? Primo, en s'engageant localement, participer à des associations, à des groupes de dialogue, à des conseils de quartier. Secondo, en refusant la tentation de la déshumanisation de l'adversaire, en cherchant à comprendre ses motivations, même quand on les juge dangereuses. Tertio, en exigeant de ses dirigeants un langage de responsabilité, non d'attisement des peurs. Il existe des outils concrets pour cela. La pratique de la médiation scolaire, la création de plateformes numériques de dialogue citoyen, l'organisation de débats contradictoires animés par des tiers neutres. Les citoyens peuvent aussi s'inspirer de démarches comme les conseils de sages en Afrique de l'Ouest, où chaque conflit, même familial, est d'abord soumis à la discussion collective avant toute action. L'histoire regorge de moments où le choix du dialogue a permis d'éviter l'irréparable. En 1962, la crise des missiles de Cuba a failli plonger le monde dans la guerre nucléaire. Mais Kennedy et Khrouchtchev ont finalement privilégié le téléphone rouge et la négociation. De même, en Irlande du Nord, l'accord du Vendredi Saint, signé en 1998, a mis fin à des décennies de violence grâce à des pourparlers laborieux. Le 15 septembre 2025 nous rappelle que la paix n'est ni un acquis, ni un miracle. Elle se construit dans la patience, l'humilité et la volonté de regarder l'autre comme un partenaire possible, non comme un ennemi irréductible. Ce jour-là, le monde a vu s'opposer deux modèles. D'un côté, la spirale de la haine et du sang, de l'autre, la patience du dialogue et l'audace du compromis. Le choix auquel nous sommes confrontés n'est pas seulement individuel, mais collectif. Il engage l'avenir de nos sociétés, la crédibilité de nos institutions, la sécurité de nos enfants. L'Afrique, en pariant sur l'inclusivité, prouve que même les blessures les plus profondes peuvent commencer à cicatriser si chacun accepte de faire un pas vers l'autre. L'Occident, fatigué par ses divisions, a tout à gagner à s'inspirer de ces méthodes ancestrales, adaptées aux défis du monde moderne. Il est urgent de soutenir, partout, ceux qui œuvrent pour la paix. Enseignants, médiateurs, leaders religieux, jeunes engagés, journalistes responsables. Leur action est souvent discrète, mais elle tisse la toile invisible de la résilience démocratique. La question n'est plus théorique. Les événements du 15 septembre 2025 posent un ultimatum. Le monde doit choisir sa route, maintenant. Serons-nous les spectateurs passifs de l'effondrement ou les acteurs résolus de la reconstruction? Le futur se joue aujourd'hui, à travers chacun de nos actes. À chaque crise, l'histoire nous offre des bifurcations. Aurons-nous le courage de choisir la voie la plus exigeante, celle du dialogue, du respect et de la patience? Ou céderons-nous à la facilité destructrice de la violence? La paix n'est plus une utopie, mais un choix à faire ici et maintenant,
à chaque échelle, du quartier à la nation, de la famille à la planète.